Je vais vous donner un éclairage complémentaire aujourd'hui à partir également des technologies d'imagerie médicale relatifs au domaine de l'éducation, de la pédagogie, des apprentissages à l'école et tout au long de la vie. Alors le titre que j'ai choisi est un titre à la fois scientifique et pour moi politique, c'est-à-dire qu'il faut que la psychologie de l'enfant devienne une science et je pense qu'elle est réellement devenue au tournant du XXIe siècle. Ayant assisté, pour me mettre dans le contexte et dans l'ambiance, à la conférence précédente, celle de Roger-Paul Droit, pour ceux d'entre vous qui y étaient, vous vous souvenez qu'en relation avec son livre sur les philosophes qui pensent en marchant, ou comment marchent les philosophes, il s'était référé à Platon, l'allégorie de la caverne, et il m'a semblé à ce moment-là qu'il manquait une dimension à son interprétation, que je me suis bien gardé de lui dire pour vous réserver ce soir la surprise. Il disait l'essentiel dans le mythe de la caverne est que l'esclave, qui est d'abord les esclaves qui sont confrontés aux illusions, et vous verrez que dans ma conférence, ce sont tous les biais perceptifs, visuaux, spatiaux, les illusions sémantiques auxquelles le cerveau des enfants, et encore le nôtre, est confronté. Donc les illusions que nous percevons, et nous expliquait le philosophe, les esclaves doivent, en marchant, aller vers la vérité, c'est-à-dire le beau, le vrai, le bien que l'on découvre, et qui pour Platon, dès la première académie, se trouvait au ciel, d'où le doigt qui pointait vers le ciel, alors que son élève Aristote pointait le doigt vers vous, c'est-à-dire vers le réel, parce qu'il était empiriste, avec un empirisme très structuré, puisqu'il inventa les syllogismes et la rigueur de la pensée logique. Mais ce que n'a pas dit Roger-Paul Droit, est que pour moi l'essentiel n'est pas tant la marche dans cette allégorie, c'est le détour. Et que les esclaves, en marchant, doivent faire un détour derrière le feu qui projette ces illusions pour arriver aux idées du vrai, du beau, du bien. Et toute ma conférence, en fait, va porter sur ce détour que l'on appelle dans l'exploration du cerveau la vicariance cognitive, utiliser des chemins neuronaux différents pour, dans une même tâche, pour un même but, mais en faisant un détour, et ce que j'appelle aussi l'inhibition cognitive au sens positif du terme, qui pour moi est le facteur clé du développement de l'intelligence des enfants, même si, au premier examen, cela peut paraître contre-intuitif, puisque l'inhibition a souvent une connotation négative. Ces travaux de neurosciences que l'on fait aujourd'hui s'inscrivent, comme je viens de l'évoquer, avec la référence à la Grèce antique, dans une longue histoire. Et l'innéisme qu'incarnait Platon, l'empirisme qu'incarnait déjà son élève Aristote, ont été repris, comme on le sait, par Descartes, l'innéisme. Descartes, à la question « d'où détenons-nous notre intelligence, l'intelligence humaine ?» il répondait avec une évidence qui s'imposait à lui. Dieu a déposé dans l'esprit des bébés, donc dans notre esprit, dès la naissance, des idées logiques et mathématiques, celles de Platon, claires et distinctes, noyau de l'intelligence humaine. Donc cet innéisme a traversé les siècles, existe encore aujourd'hui en sciences cognitives, et c'est ce qui a permis de découvrir les compétences cognitives précoces du bébé, insoupçonnées longtemps par les psychologues comme Jean Piaget. Il y eut les empiristes du siècle des Lumières, il y eut Kant qui reprit ses a priori de l'entendement, de la cognition, une forme d'innéisme, et le grand psychologue qui, vous voyez que je viens de traverser 2 millénaires, le grand psychologue qui a fait pour moi la première synthèse au cœur du XXe siècle de cet empirisme et de cet innéisme issu de l'Antiquité est Jean Piaget, grand psychologue suisse de l'enfant, le premier qui incarnait une forme de science de l'enfance, mais qui était encore comportementale. Il n'avait pas les technologies d'imagerie médicale et cérébrale que les psychologues peuvent utiliser aujourd'hui. Jean Piaget a inventé en quelque sorte le constructivisme, à savoir que chaque bébé, chaque enfant doit reconstruire pour lui, avec son cerveau et en interaction dans l'environnement social et culturel, les invariants cognitifs fondamentaux de l'intelligence, depuis l'objet, sa permanence, jusqu'au raisonnement. Aujourd'hui, nous ne sommes plus piagétiens, vous allez le voir, la théorie de Piaget est critiquée, mais je lui rends en même temps hommage, pour moi c'est mon maître, et par ailleurs, il faut aller plus loin. La biologie s'est développée de façon parallèle, avec évidemment Darwin, l'évolutionnisme, l'idée de phylogenèse, et en parallèle de ce qu'a pu faire Piaget, plus récemment, en biologie, c'est Jean-Pierre Changeux qui
normalement nous fait l'honneur et l'amitié d'être présent ce soir, Jean-Pierre Changeux, qui a développé cette idée de darwinisme au niveau neural et mental, avec l'idée d'une variation et d'une sélection au sein même du cerveau dans les populations de neurones. Et finalement, tant Piaget que Changeux se sont intéressés à l'ontogenèse cognitive, et c'est cela le champ actuel de la recherche en psychologie de l'enfant, devenue une science. Vous trouvez cela évidemment dans l'homme neuronal, dont l'un des invités ce soir venait de me parler lors de sa parution dans les années 80, qui avait fait grand bruit et dont on vient de fêter les 30 ans récemment. Jean Piaget, dont je vous parlais tout à l'heure, qui a décrit la construction de l'intelligence chez l'enfant, l'a fait selon un modèle aujourd'hui critiqué des stades qui vont, tel un escalier, du stade sensorimoteur chez le bébé au stade de la logique formelle chez l'adolescent et chez les adultes, vous et moi, en passant par une logique d'abord concrète chez l'enfant d'école primaire, formelle chez l'adolescent, et à l'école maternelle, pas encore de logique, c'est-à-dire une pensée très intuitive, avec beaucoup d'erreurs visuelles, spatiales. Cette idée d'un progrès linéaire est très ancrée dans nos mentalités, et est encore très présente aujourd'hui dans les esprits. Elle vient du siècle des Lumières, de Condorcet en particulier, et il y a déjà un biais scientifique et intuitif que je voudrais corriger, qui est, je pense, dans l'esprit de chacun d'entre nous, et souvent des éducateurs. Le temps du développement est linéaire. Les âges sont linéaires, de 0 à 18 ans. La structuration de l'éducation nationale est linéaire. Ce sont les années qui se succèdent. Petite section, moyenne section, grande section maternelle, CP, C1, CE2. Donc on a un postulat de linéarité à l'égard du développement de l'intelligence des enfants. Or, rien n'impose que le temps du développement cognitif et cérébral soit linéaire. Vous allez voir qu'au contraire, nous découvrons, grâce à des expérimentations fines, grâce à l'imagerie cérébrale, que le développement cognitif est dynamique et non linéaire. C'est ce que vous voyez sur ce schéma. Au modèle, disons, par stade, hiérarchique et linéaire, s'est succédé une conception telle qu'elle existe en physique, que nous appliquons aujourd'hui au cerveau de l'enfant en développement, c'est-à-dire qu'à travers les âges, à tout moment, vous avez de multiples stratégies, dont vous allez voir qu'elles correspondent à des réseaux neuronaux, qui, selon le contexte social, culturel, vont avoir des fréquences d'usage extrêmement variables, ce qui réhabilite le rôle de l'environnement, du contexte, et surtout, pour le cerveau, ce rôle que j'appelle la résistance cognitive, la capacité à résister à certains automatismes, certaines erreurs subconscientes, comme le dirait Yves Agile, lorsqu'il faut, avec une certaine volonté, un certain effort cognitif, les inhiber pour activer une autre stratégie qui est peut-être la bonne, mais fort peu activée à ce moment-là dans le cerveau humain. Vous voyez déjà qu'on a changé de conception même de l'ontogenèse, du temps du développement cognitif de l'enfant. Reste à savoir ce que l'on appelle intelligence aujourd'hui dans les études expérimentales. Eh bien, c'est ce qui est décrit par ce schéma, cette forme de pyramide ou d'architecture cognitive. La première chose qu'un jeune enfant, un bébé, dans les premiers mois de sa vie, doit élaborer, c'est la permanence de l'objet. Si je prends cette bouteille d'eau que vous percevez tous grâce à votre cortex visuel, occipital, et que je la fais disparaître derrière mon dos, il est évident que pour vous qu'elle continue d'exister. Et c'est une inférence. Votre cerveau infère la permanence de l'objet. Si je cache partiellement cette bouteille derrière l'écran, ce n'est pas pour vous une demi-bouteille. Or, vous n'en percevez qu'une demi. Immédiatement, votre cerveau infère l'unité de l'objet. Au tout début de la vie, donc, le bébé doit construire l'objet physique comme cette bouteille, humain comme vous et moi, unique et permanent. Et sans cela, rien des constructions cognitives et intellectuelles ultérieures ne serait possible. Lorsque cet objet unique et permanent est construit dans le cerveau du bébé, à travers ses interactions sociales et cognitives, le cerveau est en quelque sorte pour le reste de la vie gourmand de faire deux types de traitements par rapport à ces objets, puisque, étant identifiés, ils sont multiples, soit les traiter de façon quantitative, c'est le nombre, qu'il y a à l'école, les apprentissages culturels, conduira le cerveau humain vers les mathématiques, soit les traiter de façon qualitative, la catégorisation, forme, couleur, fonction,
qui vit à l'école et la culture conduira aux taxonomies, les taxonomies étant au niveau formel l'équivalent pour les catégorisations de ce que sont les mathématiques pour le nombre. Et à un moment donné du développement de l'enfant, dont je vais vous donner des exemples, ces traitements quantitatifs, nombre, et ou qualitatifs, catégorisation, ne porteront plus seulement sur des objets concrets, comme cette bouteille, mais sur des idées, des hypothèses, des propositions logiques. Et c'est alors que notre cerveau atteint en quelque sorte sa toute-puissance, celle du raisonnement, et notamment du raisonnement hypothético-déductif. Et c'est ce raisonnement qui permet, pour reprendre le titre de ces conférences, la science, l'art, la culture. Parce qu'avec le raisonnement, le cerveau de l'enfant et puis du jeune adolescent ne considère plus seulement le possible, c'est-à-dire ce que l'on peut faire avec les objets, les quantifier, les catégoriser, ne considère plus seulement le possible comme un cas particulier du réel, mais le réel comme un cas particulier du possible. Et c'est ça le raisonnement, c'est ça l'essence du raisonnement humain qui nous permet d'imaginer le monde autrement, de faire de la politique, d'avoir des idéologies, des idéaux, de faire de la science en imaginant des choses qui n'ont pas encore été démontrées, ou de l'art, ou de la musique, comme ce sera le cas tout à l'heure. Deux exemples que j'aurai le temps de vous donner pendant cette conférence assez brève, de manière à ce que nous puissions échanger. L'un relatif au nombre, chez l'enfant, au cœur de l'enfance, l'autre au raisonnement, qui concerne les adolescents et aussi chacun d'entre vous, parce que vous verrez combien votre cerveau peut être mis en difficulté, tout logique que nous soyons, dans des tâches de logique déductive élémentaire. Ce qui, pour Piaget, était impossible, puisqu'à partir de l'adolescence, on atteignait le stade du sommet de l'escalier de la logique formelle. Ce n'est pas tout à fait le cas, et avec l'autorisation d'Yves Agile, je vous soumettrai un petit test en temps réel. Commençons par des choses simples qui ne sollicitent pas d'efforts pour vous. Ce que l'on présente à un jeune enfant, comme l'avait découvert Piaget dans cette tâche, sont deux alignements de jetons. On peut le faire sur une table, nous le faisons aujourd'hui sur ordinateur. Toutes les expériences de psychologie expérimentale sont aujourd'hui programmées, parce qu'on mesure les réponses de l'enfant à la milliseconde, on fait des hypothèses sur quelques dizaines ou centaines de millisecondes, et par ailleurs, cette temporalité très précise est indispensable pour synchroniser les mesures avec celles du cerveau en imagerie cérébrale qui se font simultanément. Donc, que ce dispositif soit programmé sur ordinateur ou présenté sur une table, on va poser à l'enfant une question quantitative. On va tester le nombre dans l'architecture cognitive que je vous ai montré tout à l'heure. On lui demande s'il y a ou non le même nombre de jetons au-dessus et en dessous de la ligne noire. Dès 4-5 ans, tous les enfants d'école maternelle vous répondront « Ah ben oui, il y en a pareil ». Il faut même quelquefois une correspondance terme à terme pour le démontrer. Sous les yeux de l'enfant, on réalise une transformation de l'un des deux alignements que l'on va, comme vous le voyez, écarter. Et on repose à l'enfant cette même question de jugement quantitatif. Est-ce qu'il y en a toujours ou non, pareil, le même nombre? Et là, les enfants, vous observez que jusqu'à 7 ans environ, parfois ils réussissent un peu plus tôt, parfois un peu plus tard, mais jusqu'à 7 ans en moyenne, tous les enfants du monde répondront, encore aujourd'hui en 2016, « Ah ben non, il n'y en a plus pareil ». On demande à l'enfant pourquoi. L'enfant dit, en faisant ce que je vais faire, « Ben tu vois bien, dit l'enfant, tu vois bien, il y en a plus là, parce que c'est plus long ». Piaget prenait cela comme argument pour dire « Regardez l'enfant qui est au stade 2 entre 2 ans et 7 ans, l'enfant d'école maternelle, que Piaget appelait préopératoire parce qu'il n'avait pas encore les opérations logiques, celle du nombre par exemple. L'enfant est préopératoire, intuitif. Le cerveau de l'enfant, disait-il, est prisonnier de ses intuitions visuelles et spatiales. Il faut attendre 7 ans, 6-7 ans, l'entrée à l'école élémentaire pour que le début de l'intelligence conceptuelle, logique se mette en place, et à ce moment-là, l'enfant réussit la tâche et répond « Ben non, il y en a pareil, c'est toujours la même chose, c'est pas important si c'est plus écarté ». On comprend que Piaget ait fait cette interprétation qui était retenue dans le monde entier, dans les laboratoires de psychologie du développement, dans les écoles, et qui, je peux vous le dire, est encore souvent utilisée aujourd'hui pour déterminer si un enfant a ou non acquis le concept de nombre. Vous allez voir que nous avons totalement déconstruit cette interprétation, et donc la théorie de Jean Piaget, de la façon suivante. On sait aujourd'hui, je vous montre d'abord le modèle, vous verrez ensuite les expérimentations qui ont permis de découvrir cela,
qu'il faut au moins considérer à tout moment du développement de l'enfant, à chaque fois que ces vagues, susceptibles de se chevaucher, que vous avez montré dans le système dynamique et non linéaire, se présentent, trois systèmes. Un système heuristique, c'est-à-dire une pensée intuitive, automatique, très rapide. Un système algorithmique, qui était celui de Piaget, des règles logiques, et le système qu'on a mis en évidence avec mon laboratoire, et qui correspond à tous les travaux faits par ailleurs sur le cortex préfrontal et les fonctions exécutives, un système inhibiteur dont tous les neurophysiologistes, et en particulier ceux qui peuvent être dans la salle, sont convaincus à tous les niveaux d'organismes du vivant, c'est qu'il y a à la fois des neurones inhibiteurs et activateurs, et le message de ces deux types en physiologie. Dès le 19e siècle, Sherrington, qui eut un prix Nobel pour cela, l'avait démontré, mais les psychologues ont complètement oublié ce système inhibiteur, et notamment Piaget, quand on passait au niveau cognitif plus intégré. Or, il est au cœur, vous allez le voir, des erreurs que l'on observe chez l'enfant, tant chez l'adulte, il faut en tenir compte. Donc ce système inhibiteur, que j'appelle système 3, interrompt le système heuristique pour activer les algorithmes au cas par cas. Et c'est ça l'intelligence du détour dont je parlais par rapport à la caverne de Platon. Il faut inhiber très souvent des apparences dépendant du système heuristique pour activer des algorithmes qui quelquefois sont déjà présents, y compris quand les enfants de Piaget se trompaient, mais que l'enfant ne parvient pas à faire ressortir dans le comportement par défaut d'inhibition dans le cerveau d'une heuristique qui domine et qui court-circuite l'algorithme. Je sais qu'il y a une conférence de Gérard Berry au début de cette séquence, il a certainement parlé d'algorithmique, peut-être aussi d'heuristique, et c'est vraiment sur ces notions que se jouent aujourd'hui les découvertes en psychologie de l'enfant. Daniel Kahneman a montré, contrairement à Piaget, que les adultes dits logico-rationnels ne le sont pas, et 9 fois sur 10 court-circuitent la logique, donc les algorithmes, dans des tâches de statistique ou de logique déductive élémentaire. Et c'est parce que Daniel Kahneman a mis en évidence ce phénomène non seulement chez des étudiants de Princeton en psychologie ou de Harvard ou MIT, mais aussi chez des économistes qu'il a reçu ce prix Nobel parce qu'il a mis en cause le postulat rationnel des agents économiques. Alors qu'on pense toujours que pour les questions d'argent, on est très sérieux et très rationnel. Ce n'est pas le cas. Là aussi, notre cerveau est victime de son inconscient, subconscient et de ses erreurs. Vous comprenez qu'à la lumière de ce que je viens de vous décrire, on a beaucoup de doutes sur l'interprétation que faisait Piaget de l'erreur de l'enfant dans la tâche dite de conservation du nombre, et que peut-être qu'une heuristique domine dans le cerveau de cette petite fille qui est en train de réfléchir et qu'elle ne parvient pas à l'inhiber. Cette heuristique, c'est le premier exemple, pour faire un lien avec l'œuvre d'Ibagil et ce très beau livre, d'erreur du cerveau, mais on va voir ici l'erreur du cerveau de l'enfant face à l'épreuve des jetons que je vous ai indiqué tout à l'heure. Eh bien, si vous regardez ce qui se passe dans cet environnement social et culturel que j'évoquais, dans les livres pour enfants, livres de maths pour petits, dans les jeux éducatifs numériques qui sont élaborés aujourd'hui pour apprendre aux enfants à compter, sur les murs des classes maternelles, vous trouvez systématiquement des dispositifs didactiques comme celui-là. On apprend aux enfants le nombre à travers le langage, la suite de 1 à 10, et en général, 9 cas sur 10, c'est illustré, vous vous en souvenez peut-être, soit par des fruits, soit par des animaux. S'il y a des grands-parents parmi vous, ou des parents, vous avez vu des dispositifs comme cela. De façon explicite, l'enfant et l'apprentissage scolaire va porter sur la suite des nombres, donc ce qu'on appelle le nombre dans le langage. 1, une girafe, 2, 2 hippopotames, 3, 3 crocodiles. Et vous comprenez que de façon implicite, le cerveau de l'enfant, dont on sait qu'il est statisticien, le cerveau, que c'est un détecteur de régularité, détecte une régularité énorme, qui est que la longueur est systématiquement égale au nombre. Et de surcroît, sans être mathématicien, vous percevez ici, par ce dessin, une échelle avec un petit rongeur qui grimpe dessus. Je vois arriver un éminent mathématicien, donc je suis prudent, une fonction linéaire du nombre et de la longueur. Donc tout est fait dans ce subrepticement, et sans en avoir conscience, ni par le professeur, ni par l'illustrateur. Tout est fait dans cette configuration pour apprendre, certes, explicitement le nombre dans le langage, la suite de 1 à 10, mais le cerveau ne fait pas que cela. Il construit aussi l'heuristique et l'automatisme qui va le tromper dans la célèbre tâche de conservation du nombre que je vous ai présentée antérieurement. Vous imaginez donc très bien que l'analyse déjà cognitive que l'on peut faire de la difficulté
qui peut s'opérer dans le cerveau de cette petite fille face à une tâche. Là, j'ai posé le problème avec encore un plus petit nombre, 3 babars écartés, 3 babars resserrés, et cette petite fille répond, il y en a plus là, parce que c'est plus long. On sait aujourd'hui, et on en a des imageries cérébrales que je vais vous présenter, que ce qui lui pose problème est au niveau préfrontal, exécutif, ce que désigne le grand E au-dessus dans le petit modèle qui est dessiné, d'inhiber en premier lieu l'heuristique, l'automatisme qui marche toujours ailleurs, longueur égale nombre, même s'il est implicite, pour activer ensuite, dernière phase, le petit rond central que vous voyez dans la zone d'activation au milieu de la zone assurée qui était la zone inhibitrice, qui sera l'algorithme. Et quel est l'algorithme dans ce cas? C'est le comptage. Ça demande un effort cognitif. C'est un peu plus long que l'heuristique simplement de la longueur. Mais si l'enfant compte et qu'il compte 2 fois chaque alignement, il réussit à tous les coups. Et la caractéristique de l'algorithme est ici non seulement l'effort cognitif, le côté analytique par rapport à l'heuristique qui est global, visuel, rapide, mais en appliquant l'algorithme, l'enfant peut réussir. On a pu démontrer que les enfants maîtrisent l'algorithme, sont capables de compter à cet âge pour ces petits nombres, mais néanmoins, tout en le maîtrisant, ne l'appliquent pas. Et donc, les professeurs ou les psychologues se trompaient en disant l'enfant n'a pas la notion de nombre, n'a pas la logique. Que faisait-on? On lui répétait le nombre, on lui faisait recompter, ce qui ne servait strictement à rien puisque l'algorithme était là et qui pouvait même perturber émotionnellement l'enfant. Or, avec une connaissance plus fine de ce qui se passe dans son cerveau, on imagine qu'il faut au contraire lui faire prendre conscience de cette heuristique qui marche partout ailleurs, sauf dans ce cas-là, et changer donc la pédagogie et faire une pédagogie donc de l'inhibition positive au sens où je l'ai décrit tout à l'heure. Nous avons repris ce paradigme en imagerie cérébrale, en IRM fonctionnelle, avec une cohorte d'enfants. Je vous montrerai pour finir le plus concret comment on réalise ces IRM avec les enfants, mais je vous montre d'emblée le résultat scientifique. On a d'une part, enfin on a essentiellement observé que les enfants qui parviennent à réussir la tâche où les jetons sont écartés, donc à dire résister à l'heuristique, longueur égale nombre, on va dire il y en a le même nombre, active une région du cortex pariétal qui est le sillon intrapariétal, connu par les travaux en France de Stanislas Dehaene pour être impliqué dans le sens du nombre, qui est déjà très précoce chez le jeune enfant. Et on voit que dans ce type de problème-là, le sens du nombre ne suffit pas, il est incarné par l'heuristique, il faut, à très longue distance, une activation du cortex préfrontal, en l'occurrence c'est une région connue par d'autres recherches dans le monde, chez l'enfant comme chez l'adulte, pour être dédiée à l'inhibition des automatismes, des heuristiques. Le cortex préfrontal inférieur droit, il y a beaucoup de méta-analyses qui confirment cette localisation. Et vous avez sous les yeux, je l'ai résumé par ces doubles flèches roses, ce qu'on appelle une spécialisation fonctionnelle interactive. C'est différent de la maturation cérébrale de chaque région, qui est certes importante, mais il faut aussi apprendre, pour le dire en mots simples, et l'enfant doit l'apprendre, et la culture et l'école peuvent l'y aider, il faut apprendre à faire travailler ensemble des régions différentes et parfois très distantes du cerveau. C'est cela, et on comprend maintenant, la spécialisation fonctionnelle interactive. Le progrès dans ce problème n'était donc pas lié au nombre en tant que tel, mais à l'inhibition d'une heuristique numérique pour l'activation d'un algorithme numérique. Et c'est là où l'intelligence est détour, sélection. Il fallait se détourner de la longueur pour arriver à une capacité qu'en fait l'enfant avait déjà, qui est celle de comptage. Ce qui, vous le comprenez, fait un peu exploser la dynamique des stades de Piaget, parce que l'enfant a déjà la notion, mais une autre stratégie heuristique qui survenait par le biais de l'environnement domine et court-circuite la notion. Dans ces recherches, on est obligé d'aller très loin, vous le comprenez. Ces recherches sont publiées dans de grandes revues scientifiques américaines. Nous avons des experts qui contrôlent. Et vous avez en l'occurrence demandé de bien contrôler que cette région était dédiée à l'inhibition et non au nombre. Et nous avons, et c'était la photo qui est le début de cette conférence, réalisé un contrôle avec une tâche, elle, très concrète, écologique, entre guillemets, au sens où elle est réalisée en classe par l'enfant sur une table avec du papier-crayon, qui est un test de Stroop que connaissent tous les spécialistes de l'ICM qui sont ici, un test utilisé vraiment pour tester les capacités, depuis 1935, tester les capacités d'inhibition, de résistance aux interférences cognitives. Et comme nous travaillons avec des enfants très jeunes, déjà dès
la grande section d'école maternelle, ils ne savent pas encore lire, or le Stroop classique nécessite la lecture d'un mot écrit. Nous avons donc utilisé une version du Stroop qui existe en neuropédiatrie pour enfants, et où vous voyez par exemple un animal sans conflit, c'est-à-dire une tête de mouton sur un corps de mouton. L'enfant doit dénommer le nom de l'animal à partir de son corps, et après une coccygruse, c'est-à-dire un animal qui n'existe pas, une vache avec une tête de cochon. Et l'enfant a envie de répondre cochon parce qu'il identifie immédiatement à partir de la tête, mais il doit inhiber cette réponse pour activer, selon la consigne, la réponse vache. Et l'enfant fait toute une série d'items comme cela, et c'est un test très standardisé. Nous avons un score de capacité d'inhibition de l'enfant. Vous remarquez que cet âge de dénomination d'images et d'animaux est typiquement un tâche de catégorisation, au sens où je l'évoquais tout à l'heure dans l'architecture cognitive. C'est de quel animal s'agit-il, dans quelle catégorie. Ce n'est pas du tout une tâche de nombre, c'était donc un bon contrôle. La seule chose étant commune à ces deux tâches est l'inhibition de l'heuristique de réponse ou de l'automatisme. Et nous avons trouvé une jolie corrélation entre le signal cérébral dans cette région dédiée à l'inhibition, alors que les mêmes enfants dans l'IRM résolvaient la tâche numérique de Piaget, et leur score de résistance à l'interférence, c'est-à-dire d'inhibition. Cela pour vous montrer le côté scientifique. Ça va jusque-là à des contrôles extrêmement fins, mais toujours en lien avec le contexte réel et culturel de la classe. J'ajoute que cet enfant n'est pas malade. Ce sont donc des enfants tout venant, qu'on appelle sains, dans l'expérimentation biomédicale, des écoles qui, avec l'accord des parents, avec, comme vous allez voir, toute une préparation éthique, ludique, contribuent à ces recherches, l'objectif étant de comprendre le fonctionnement du cerveau des enfants qui apprend pour informer leurs parents et aussi l'éducation. Je me souviens un jour d'une conférence d'Ivagide dans un colloque ou un séminaire sur la conscience, et Ivagide indiquait que ça l'ennuyait un peu que très souvent les psychologues ou les neuroscientifiques parlent de conscience sans la définir de façon très simple. Or, dans d'autres domaines, disait-il, on a toujours, on peut en discuter, mais une définition simple. Je ne pouvais donc pas continuer de vous parler de fonctions exécutives et d'inhibition sans en donner ma définition simple, mais qui est également l'objet, avec d'autres, d'un consensus international. Les fonctions exécutives, dont le siège est essentiellement le cortex préfrontal, mais donc vous allez voir qu'elles se distribuent sur l'ensemble du cerveau, voire au niveau sous-cortical, sont les fonctions qui contrôlent l'exécution des conduites, le choix des stratégies. Vous le comprenez, par exemple, chez l'enfant. Il pouvait soit répondre selon la stratégie de la longueur, soit répondre selon la stratégie du nombre. La prise de décision en général, jusqu'aux questions d'économie, comme j'évoquais tout à l'heure avec Kahneman, et on distingue trois fonctions exécutives: l'inhibition, dont je vous parle depuis quelques minutes. En termes simples, c'est résister aux habitudes, automatismes, aux tentations, distractions, interférences. On voit tout le sens que ça a dans la vie concrète et à l'école en particulier. Cette inhibition seule ne suffit pas. C'est une inhibition qui permet ensuite, comme vous l'avez vu là-haut, une activation ciblée, centrée sur l'algorithme. Cette inhibition suivie d'une activation permet la flexibilité, le switching, c'est-à-dire l'ajustement au changement, qui est quand même le cœur de l'intelligence, le tout dans ce qu'on appelle la mémoire de travail, qui ne sert pas seulement, comme on le dit, à maintenir les informations perceptivement absentes, mais aussi à les manipuler selon des instructions. Et l'instruction peut faire que dans certains cas, pour être intelligent, il faut inhiber une heuristique pour activer un algorithme. Mon idée, et je l'ai dessinée pour l'instant, mais ça peut tout à fait s'inscrire dans une soirée sur la science et l'art, j'ai dessiné ce modèle pour montrer combien il n'était pas localisationniste. Évidemment, il y a un épicentre de ce contrôle inhibiteur que l'on retrouve dans toutes les études d'imagerie cérébrale qui nécessitent une forme d'inhibition à des niveaux très différents, de la motricité jusqu'à la cognition intégrée, mais c'est ce qu'a bien développé Jean-Pierre Changeux et qui documente très souvent. La propriété des neurones du cortex préfrontal, l'une de leurs propriétés remarquables, est qu'ils sont des neurones à axone long, c'est-à-dire susceptibles d'envoyer des messages pour ordre inhibiteur ou activateur très loin, à longue distance dans le cerveau. L'exemple que je vous ai donné sur le nombre faisait que dans le cortex pariétal, vous l'avez vu, il y avait une compétition entre, j'ai désigné les ronds blancs comme les heuristiques et grisés comme les algorithmes, entre
une heuristique, la longueur. Le cortex pariétal est le siège à la construction de l'espace, et notamment de la dimension de longueur. Et le nombre, le sens exact du comptage. Et les deux se co-construisent dans le cortex pariétal. Tout se passe donc comme si cette superposition anatomique créait l'interférence cognitive lorsque la tâche met en compétition ces deux dimensions. Et nous sommes même en train aujourd'hui de mesurer très finement ces superpositions anatomiques, soit les mêmes neurones qui se recyclent, comme le dit Stanislas Dehaene, pour des fonctions nouvelles, mais aussi simplement le contexte neural. À savoir que dans le même voisinage, s'est élaboré l'espace et le nombre. Donc, dans le cas précis, et Piaget l'a un peu fait par hasard, il testait quelque chose de très fin de l'intelligence. Et notre idée, c'est que le cortex pariétal ne parvient pas à s'en sortir pour régler ce conflit. Et qu'il faut, dans ce cas-là, un ordre inhibiteur à longue distance, venant du cortex préfrontal, qui finalement sert à ça. Il est très grand, ce cortex. Même si on lui attribue beaucoup de choses, il faut quand même qu'il ait une fonction ciblée, précise, utile pour l'ensemble du cerveau. Et notre idée, c'est que le cortex préfrontal, tel un ministre de l'Intérieur, envoie des ordres au préfet en province lorsqu'il y a un conflit qu'il ne sait pas résoudre. Et le conflit est ici, c'est donc de la géopolitique cérébrale, si vous voulez, dans cet exemple entre le nombre et la longueur. Nous avons d'autres exemples pour le raisonnement, pour la lecture, qui vont concerner par exemple la voie ventrale du cerveau, occipito-temporale, où lorsque l'enfant apprend à lire, il y a des heuristiques telles la généralisation miroir qui vaut pour les objets, mais qui ne vaut pas pour les lettres de type B ou D. Ce sont des lettres en miroir qu'il ne faut pas confondre. Alors que si vous voyez arriver tout à l'heure le concertiste d'un côté ou de l'autre, si vous le connaissez, vous n'allez pas imaginer qu'il s'agit de deux personnes différentes. Donc, dans des domaines très différents, à des endroits très différents du cerveau, on retrouve ces mécanismes fondamentaux d'heuristique d'algorithmes qui se superposent et de la nécessité d'un système d'arbitrage à longue distance. Et pourquoi est-ce indispensable ? En raison du contexte social et culturel. Parce qu'évidemment, le cerveau n'est pas une machine tel un ordinateur. Il serait sans émotion, sans croyance, sans habitude par rapport au contexte, et même sans sensibilité aux biais perceptifs ou sémantiques de la situation dans laquelle il est. Et en raison de ce contexte social et culturel, à tout moment, une heuristique peut dominer, même si l'algorithme est déjà là et construit. Si vous le permettez, on va passer au... Vous êtes maintenant plutôt informé des processus engagés, un test qui pourrait vous concerner. On n'aura quand même pas le temps de le faire parce que vous êtes très nombreux, mais on va imaginer que vous soyez dans la situation de cet adolescent et le résultat qu'on a découvert et que je vais vous montrer est autant valable pour les grands adolescents que pour les adultes. Nous l'avons même testé chez les polytechniciens, il y en a peut-être certainement parmi vous, dans des grands groupes industriels français qui nous demandent de présenter ces résultats aussi pour voir en quoi la nouvelle compréhension du développement cognitif et des erreurs des enfants peut aussi éveiller sur l'apprentissage en entreprise, sur la prise de décision. Et avec l'accord en général des ressources humaines qui organisent ces séminaires, on fait faire le test aux, ils appellent souvent des cadres supérieurs à haut potentiel, N-10, donc 10 en dessous du président directeur général, et ils se prennent à ce test. Et les résultats que je vais vous présenter, qui valent pour la population générale, que nous avons trouvés dans mon laboratoire, mais qui ont été répliqués ailleurs dans le monde, valent aussi pour une population de polytechniciens. Pourquoi cet exemple est intéressant ? Parce qu'a priori, par leur parcours, ils ont une formation algorithmique pointue, solide, résistante. Et vous allez voir que ce n'est pas nécessairement le cas. Donc, l'adolescent et l'adulte sont-ils irrationnels ? L'exemple que je vais vous présenter est plutôt à la fin de l'ontogenèse. L'exemple que nous avons vu précédemment pour le nombre se situait à peu près ici. Il y a déjà des capacités numériques très précoces chez le bébé, que je n'ai pas le temps de vous décrire, arithmétique visuelle, statistique visuelle, qui en quelque sorte s'effondrent lorsque des automatismes et des heuristiques culturelles comme longueur égale nombre se construisent et qui vont dominer. Et on croyait à l'époque de Piaget que l'enfant n'avait pas encore le nombre. Or, il y a déjà des algorithmes très précoces, des proto-mathématiques, mais qui ne s'expriment pas parce que des automatismes et des heuristiques ont été construits, et même dans le même domaine d'apprentissage, puisque les animaux, pour la suite de l'indice, c'était un apprentissage de mathématiques. Donc, on a vu comment, grâce à ce rôle inhibiteur du cortex préfrontal, l'enfant peut parvenir, en faisant fonctionner à la fois son sens du nombre et l'inhibition de l'automatisme, à réussir. L'exemple qu'on va voir concerne les adultes. Piaget n'avait pas tout à fait tort. En effet, à l'adolescence, au collège, au lycée, on a construit une certaine logique, un certain esprit formel. Néanmoins, cette logique, le plus souvent, n'est pas utilisée. On fonctionne à bas niveau, de façon automatique, et des conduites beaucoup plus simples
vont dominer la pensée, la prise de décision et le raisonnement. C'était ça la découverte de Kahneman. Nous avons donc inventé une tâche qui est la suivante. On imaginait que ce que voit ce jeune homme face à l'ordinateur sont ces 12 formes géométriques. C'est un logiciel qu'on a programmé. Ces 12 formes apparaissent de façon aléatoire dans une matrice qui est ici présentée. Il y a des carrés, des cercles, des losanges qui peuvent être bleu, jaune, rouge ou vert. 2 cases de réponse, à gauche, à droite. Et on a fait un système tactile de telle sorte que l'élève, on va l'appeler comme ça, choisit une forme, met son doigt dessus, la glisse dans la case de gauche, il l'arrête, cela s'imprime, va chercher une autre forme qui va glisser dans la case de droite. Cette forme est dans le raisonnement. Souvenez l'idée tout à l'heure que le raisonnement porte sur des propositions logiques et non plus seulement sur des objets concrets. Ce raisonnement va impliquer de la catégorisation, puisqu'il faudra choisir des formes d'une certaine couleur. Et il s'agit d'une règle conditionnelle, hypothético-déductive, qui dit s'il n'y a pas de carré rouge à gauche, alors il y a un cercle jaune à droite. Et la tâche est un jeu d'esprit, comme vous le feriez dans une situation de la vie concrète, ou sur un jeu sur ordinateur, et de rendre la règle fausse. C'est une tâche de falsification de règles conditionnelles. Règles conditionnelles, on en utilise tout le temps, tous les jours, en médecine, dans la vie courante, en justice, en éducation. Ce sont des règles de type si, alors. Et, croyez-moi sur parole, dans ce problème, où il s'agit donc de rendre la règle fausse, de sélectionner 2 formes géométriques, en mettre une à gauche antécédente, une à droite conséquente, de telle sorte qu'on crée un cas de figure qui va contre la règle, qui la falsifie, la grande majorité des personnes interrogées, adolescents comme adultes, répondent carré rouge, cercle jaune. C'est une stratégie, parce qu'il y a bien un raisonnement, qu'on appelle une heuristique d'appariement perceptif. Il s'agit des 2 éléments cités dans la règle, carré rouge, cercle jaune. Et en fait, notre cerveau bricole. Comme il y a, vous l'avez perçu, une négation dans l'antécédent, s'il n'y a pas de carré rouge à gauche, on se dit, je vais vous prendre un exemple que donnait Gerald Edelman, prix Nobel de physiologie et de médecine. Il disait aux gens, pour leur faire prendre conscience de l'imagerie mentale, surtout, n'imaginez pas un éléphant rose. Tout le monde a imaginé un éléphant rose. Si on dit à un enfant, il ne reste plus de glace au chocolat, alors qu'il en voulait. Il y pense toute la journée. Tout ce que je vous dis est irrationnel. Et c'est ainsi que dans le cerveau se construit un lien intime entre la négation et le fait qu'on imagine que l'appariement perceptif, dont l'image mentale est un exemple, que l'appariement perceptif analogique va contre un énoncé avec une négation. Et donc c'est ça qui se passe dans ce problème, c'est qu'en répondant trop vite, tout en raisonnant un peu, 9 adultes sur 10 répondent carré rouge, cercle jaune. Or, vous savez, vous retrouveriez très facilement que l'algorithme logique dans ce cas, avec la table de vérité la plus simple, antécédent conséquent, vrai ou faux, qui nous fait 4 cas de figure, vrai, 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 faux, vrai, faux, 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 le seul cas de figure susceptible de rendre fausse une règle conditionnelle, c'était le 2e cas de figure, antécédent vrai, conséquent faux. Être dans les conditions d'application de la règle, et ensuite rendre ce qui est prescrit, ce qui est déduit, faux. Donc il fallait en fait, je le dis simplement, absolument inhiber carré rouge et inhiber cercle jaune. Pour avoir un non carré rouge, qui est ce carré bleu, mais qui pourrait être toute autre forme qui ne soit pas un carré rouge, et un non cercle jaune, par exemple un losange vert. Et cette tâche est donc extrêmement critique. Elle paraît innocente quand je l'ai présentée au début. Extrêmement critique de ce triple système que je vous ai décrit, heuristique, algorithme, et l'heuristique domine l'algorithme, y compris chez l'adulte, par défaut, vous allez le voir, d'inhibition, ce qu'on a testé par l'apprentissage, de cette heuristique d'appariement perceptif, qui, un peu comme longueur égale nombre chez l'enfant, marche partout ailleurs, ou qu'on utilise intuitivement, peut-être de façon subconsciente, très certainement, et que dans ce cas-là, il faut absolument inhiber. Et c'est dans ce problème-là que, comme je vous le disais, chacun se trompe, et même les polytechniciens. Beaucoup d'entre eux sont très amusés par le fait qu'ils se sont trompés, ont envie de découvrir la solution, et d'autres ne sont pas contents du tout. Cet exemple vous montre aussi que là, l'intelligence est un détour. Il faut se détourner, comme le disent souvent les professeurs et les pédagogues, de l'énoncé des éléments cités dans la règle. Et être créatif et logique, c'était imaginer 2 formes géométriques qui soient... et vous comprenez comment on était passé de la perception à la logique. Carré rouge, cercle jaune, c'est de la perception. Vraiment, ce sont les éléments cités dans la règle par appariement perceptif.
Le carré bleu, c'est un non-carré rouge. Donc ce n'est plus de la perception, c'est une abstraction logique, une manipulation logique de la table de vérité en mémoire de travail qui fait sélectionner un carré bleu parce qu'il est un non-carré rouge. La science des apprentissages, en enfance, c'est un exemple qui vaut aussi pour les adultes, c'est là réellement qu'on fait de la psychopédagogie expérimentale, soit ce qui manque aux adultes, c'est la logique. On fait donc un entraînement à la logique dans une tâche, je ne rentre pas dans le détail, qui est différente pour qu'il n'y ait pas d'effet perroquet, mais qui est un transfert métacognitif, mais qui est totalement isomorphe du point de vue de la logique. C'est une tâche de falsification de règles conditionnelles avec antécédents vrais, conséquents faux, et qui porte, elle, sur des lettres et des chiffres, comme vous le voyez, qui est très différente de la tâche des formes géométriques. On fait soit un apprentissage à la logique, on va renforcer l'algorithme, la table de vérité que j'évoquais tout à l'heure, soit un apprentissage en tout point similaire, sauf qu'on va introduire la dimension inhibitrice. Cela symbolise la mémoire de travail, on part des cartons-réponses sur la table. Le dispositif qu'on a inventé de correction d'erreurs, qu'on appelle l'attrape-piège, est transparent avec des hachures, parce qu'il ne s'agit pas beaucoup, je sais, à la Salpêtrière travaille sur la mémoire, il ne s'agit pas pour nous seulement d'une question de mémoire. C'est pourquoi le cache est transparent. L'enfant verra toujours, l'élève verra son erreur, même lorsqu'il aura une idée. En revanche, elle sera une idée. Et ce qui est glissé sous les hachures ne peut plus être utilisé. Vous voyez comment, ainsi de façon très concrète, de l'enfant d'école maternelle sur des problèmes simples pour lui, au polytechnicien dans des tâches de logique où il se trompe, on peut, par la pratique, par l'exercice, cibler un apprentissage sur une fonction dont on sait théoriquement, biologiquement, qu'elle est essentielle à l'émergence de l'intelligence et à cette spécialisation fonctionnelle interactive de régions cérébrales éloignées que j'évoquais tout à l'heure. Zone d'activation, zone d'inhibition. Et en faisant ce type de pédagogie, j'ai indiqué les noms de Brunner et Vygotsky, parce que pour ceux d'entre vous qui connaissent bien la psychologie de l'enfant et du développement, savent qu'en parallèle de Piaget, ces deux grands psychologues avaient insisté sur les interactions sociales de tutelle, l'impact de la culture, de la pédagogie. Et cet apprentissage dessiné ici correspond à des conditions réelles d'apprentissage entre un professeur, un élève, qui va être vu en pré-test dans la caméra d'IRM, en post-test dans la caméra d'IRM, et entre les deux, on aura fait des groupes d'élèves qui auront eu des apprentissages différents. Et c'est en ce sens qu'on fait aujourd'hui vraiment de la pédagogie expérimentale, comme on le ferait dans le domaine médical pour des traitements, des thérapies. On fait avant, après, et ce qui se différencie entre les deux est le principe de l'apprentissage. Chacune de ces conditions entraîne, vous l'avez compris, soit le système logique et algorithmique, soit le système d'inhibition. Et ce qui corrigera l'erreur nous renseigne, comme pour un médecin, si le traitement est efficace et qu'il utilisait telle molécule qui agit sur telle partie du corps, ce qui corrigera l'erreur est pour nous un indicateur, un diagnostic de ce qu'était la raison de l'erreur. Et c'est ainsi qu'on a pu découvrir qu'après cet apprentissage au contrôle inhibiteur, cette forme de résistance cognitive, et seulement dans ce cas-là, vous avez en bleu foncé les réponses logiques. En pré-test, vous voyez, très très peu. Piaget aurait prédit le contraire. En bleu clair, les erreurs, en bleu foncé, les réponses logiques. Donc bleu, carré rouge, cercle jaune, foncé, bleu clair, bleu clair, carré rouge, cercle jaune, bleu foncé, la réponse logique. Il n'y a qu'un seul groupe expérimental où cette erreur se corrige de façon statistiquement significative, et encore pas chez tous les élèves. Dans ce groupe-là, uniquement dans celui qui trouve la bonne solution, nous avons découvert, en observant ce qui se passait dans leur cerveau, cette reconfiguration cérébrale qui, pour nous, est spectaculaire. C'est-à-dire que les mêmes élèves, là c'est le cerveau des mêmes élèves, ceux qui ont corrigé l'erreur, avant et après apprentissage, ont, en quelque sorte, pour dire rapidement, inhibé la partie perceptive postérieure de leur cerveau. Voie ventrale, celle du quoi, quelle forme et quelle couleur. Voie dorsale, celle du où, à gauche et à droite, mais qui n'était traitée, comme on l'a vu, que perceptivement, par un bricolage visio-spatial. Lorsque, après s'être désengagé de cette heuristique perceptive et d'avoir trouvé la solution logique, algorithmique, après cet apprentissage à l'inhibition, vous avez seulement à ce moment-là la mobilisation du cortex préfrontal qui correspond systématiquement aux erreurs de type carré bleu, losange vert. Cela est, dans son livre sur l'homme de vérité, Jean-Pierre Changeux avait fait l'amitié et l'honneur de présenter ce résultat et d'en discuter avec cette citation que je reprends sur la conscience, où il disait, en prenant ce résultat en exemple, toute théorie sérieuse de la conscience devrait
se donner pour tâche d'expliquer l'orchestration de ce flux cohérent d'objets mentaux. Ici, ce sont par exemple les deux stratégies qui se succèdent. Un objet mental est une heuristique, l'autre un algorithme, qui donne accès à la validation rationnelle d'une proposition. C'est exactement la situation de la réponse logique manipulant la terme de vérité. Et disait-il, écrivait-il, à cette vérité formelle qui, pour Kant, se trouve dans l'accord de la connaissance avec elle-même. Et pour moi, en effet, ce que l'on obtient là par l'éducation, la pédagogie, dans un apprentissage expérimental, c'est l'accord de la connaissance avec elle-même. Le message est donc, pour cette conférence sur la psychologie de l'enfant devenue une science, que c'est l'éducation qui permet dans ces cas-là de passer de l'automatisme à la réflexion. Ce n'est pas une neuroscience néophrénologique uniquement. Vous avez vu qu'on n'est pas dans une localisation, une tâche, un individu. On est, pour le même individu, dans une variabilité intra-individuelle, un changement radical de stratégie, une reconfiguration cérébrale opérée par une intervention éducative et pédagogique. Cela donne donc de l'espoir, y compris par rapport au modèle de Kahneman, qui finalement nous amenait à nous résigner, à être enfermés dans un mode uniquement heuristique, automatique, où nous serions très rarement logiques ou rationnels. C'est ce qu'un peu la géopolitique mondiale nous fait croire aujourd'hui. Mais il y a un espoir qui passe par l'éducation et cette meilleure connaissance du cerveau. On peut dire en ce sens que les neurosciences contemporaines sont extrêmement humanistes, au sens où l'était Montaigne, à condition qu'elles s'inscrivent, je dirais, dans cette approche développementale, contextuelle. Montaigne parlait déjà d'une éducation-contrôle de l'esprit. C'était l'époque, vous le savez, de la Renaissance, des guerres de religion, époque en certains points similaire à la nôtre aujourd'hui. Et s'il y a bien un domaine de croissance et d'espérance, c'est sans doute celui de cette connaissance nouvelle que nous avons seulement depuis 20 ans du fonctionnement de notre cerveau in vivo, y compris dans le développement des enfants. Et le rôle de l'éducation est à cet égard important, sachant que l'angle mort actuel de l'éducation nationale, c'est terrible à dire, mais c'est le cerveau des élèves. On manipule les entrées, l'organisation pédagogique, les rythmes scolaires, les groupes interdisciplinaires au collège, les sorties, les évaluations en classe, les examens, les classements PISA, dont on a encore parlé récemment. Et qu'est-ce qui se passe entre les entrées et les sorties? Ce que les psychologues ou les neuroscientifiques étudient depuis un siècle, c'est la boîte noire, c'est-à-dire le cerveau. Et l'angle mort de l'éducation nationale, c'est le cerveau des élèves. Je voudrais simplement vous dire qu'évidemment, nous avons déjà, avec mon laboratoire du CNRS, qui s'appelle Laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant, dans le sens que je vous ai donné, développé à titre expérimental, avec beaucoup d'écoles pilotes, des applications de ces découvertes, par exemple la loi de l'apprentissage qui correspond à une reconfiguration postéro-antérieure, alors que l'apprentissage par la pratique et l'automatisation, c'est l'inverse. C'est d'abord le cortex préfrontal qui s'active, et ensuite il y a un transfert lorsqu'une liste de mots est apprise, par exemple, vers des régions corticales et sous-corticales, qui est la première forme d'apprentissage qu'avait démontré l'imagerie. Et moi, j'ai toujours eu l'idée que l'apprentissage devait aussi aller en sens inverse, ce qui fait, comme en mathématiques, une propriété remarquable, une grande symétrie. Si on automatise de l'avant vers l'arrière, et si on doit au contraire aller contre nos automatismes, il faut s'en sortir, et dans ces cas-là uniquement, mobiliser le cortex préfrontal. Donc vous voyez ici des enfants qui, avec le petit filtre inhibiteur que je vous présentais tout à l'heure, les profs en classe sont constitués des groupes selon ce principe. Donc il faut faire comprendre aux professeurs que ça ne nécessite pas des moyens nouveaux. C'est une façon différente de penser la pédagogie en classe, avec un matériel très concret. Et alors les profs parlent en classe d'heuristique, d'algorithme, de cerveau, de rôle du cortex préfrontal ou d'autres régions du cerveau. Jusqu'à l'université, nous travaillons beaucoup avec l'Université de Montréal, la formation à l'université des professeurs de sciences, qui se trouvent confrontés en physique et en biologie à un niveau élevé à des heuristiques, ce que Bachelard appelait des obstacles épistémologiques, comme chaque scientifique dans son domaine est confronté à des automatismes de pensée, des heuristiques qu'il doit quelquefois inhiber pour être créatif et penser différemment des autres. Les recommandations pédagogiques sont donc une analyse systématique, ce qui n'a jamais été fait, que Piaget ne faisait pas, de toute tâche dans un contexte donné en termes d'heuristique, d'algorithme. Il faut-il ou non dans ce cas-là, et c'est rare, mais quelquefois pour être intelligent, il faut faire un détour et inhiber l'heuristique pour activer l'algorithme. Et ça, ce sont des recommandations pédagogiques simples que l'on peut donner à tous les niveaux de l'éducation, de la formation, et sans doute aussi, j'en discutais ce midi
avec un spécialiste de ces questions, pourquoi pas dans l'industrie, pour l'apprentissage dans le monde du travail. Simplement pour vous dire, pour conclure, la façon dont nous travaillons, voici mon laboratoire en Sorbonne, qui se trouve au 4e étage, 46 rue Saint-Jacques. Donc quand vous traversez le quartier latin, vous pourrez regarder cet étage et vous y penserez, où fut créé à la fin du 19e siècle, sous l'impulsion du ministre de l'Instruction publique, c'était l'époque post-Jules Ferry, école publique obligatoire, le premier laboratoire français de psychologie expérimentale pour Ribot, qu'a dirigé Alfred Binet, qui a inventé le célèbre QI, qui fut ensuite décrié. Mais déjà, à la fin du 19e, il y avait cette idée de faire un lien entre science de l'enfance, mesure, psychométrie et école. Et finalement, le but politique n'est toujours pas atteint, mais nous avons aujourd'hui des technologies plus nouvelles, scientifiques et biologiques pour le faire. Nous travaillons en lien avec des grands centres d'imagerie, le GANI, Lacan, Neurospin et pas XCM, ça pourra venir, et le centre Cicéron, je l'ai dit, et Sainte-Anne, où il y a une IRM 3T sur laquelle nous travaillons beaucoup avec des adolescents qui viennent par exemple de Janson-de-Sailly ou d'autres établissements scolaires, mais Janson-de-Sailly est un très grand groupe scolaire, et ces problèmes de prise de décision et de raisonnement, on l'explore dans le cerveau des adolescents. Voici le collectif qui travaille sur ces questions, beaucoup de jeunes chercheurs. Nous combinons donc aujourd'hui, pour répondre à ces questions, l'imagerie cérébrale, le géodensité. Nous avons une reconstruction tridimensionnelle sur ordinateur du cerveau de chaque enfant, que nous pouvons comparer selon ses erreurs, selon ses progrès. Quand je vous parle de sciences humaines en même temps que de sciences naturelles, puisqu'il s'agit de cerveau et de biologie, il faut que vous ayez à l'esprit que le résultat que je vous ai montré tout à l'heure, cette grande image du cerveau avec le pariétal et le préfrontal, il a été obtenu par la mobilisation de tous ces enfants de la grande section maternelle au CM2 qui ont réalisé chacun une expérience d'IRM où ils ont jugé de la quantité, de la catégorisation, etc. Nous préparons tout cela en amont par une validation de comité d'éthique. Il s'agit d'expliquer aux enfants ce que l'on fait avec eux. Ce sont des posters qui sont dans les classes sous forme d'album. Sans rentrer dans le détail, on introduit la notion de mesure du corps, puisqu'au final, on va mesurer leur cerveau, qui est une partie du corps, voire à l'intérieur du corps. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête, le cerveau? On discute de cela avec les enfants dès la maternelle. Ils ont chacun une idée. Pas tous convaincus que tout le monde a un cerveau. Rapidement, on en convient. Comment pourrait-on voir le cerveau? Certains enfants ont des idées, une épistémologie naïve. Un enfant nous a dit un jour, c'est facile, il n'y a qu'à envoyer les bestioles. Moi, je fus instituteur d'école maternelle, donc je sais d'emblée ce que sont les bestioles pour les enfants de cet âge, ce sont les poux. Vous vous souvenez que ça soucie beaucoup. Il y a des livres qui s'appellent les bestioles sur les poux. Et l'enfant, il faut partir de la réponse d'un enfant, comme celle-là, dans ce cas-là, qui est merveilleuse. Et tous les enfants rigolent, et puis je demande à l'enfant son explication. Ils disent, les cheveux, ce sont des tubes. Il n'y a qu'à envoyer la bestiole par le tube, elle va aller jusqu'au cerveau, voir comment il fonctionne, remonter et nous le dire. C'est extraordinaire. Il pourrait recevoir un prix Nobel pour enfants. Il a inventé, avec son imaginaire, des technologies d'imagerie cérébrale à travers la boîte crânienne in vivo. Et donc on lui dit que ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, mais qu'il existe pas loin de son école une IRM dans laquelle, s'il est d'accord et ses parents, avec l'aide d'un médecin et des psychologues, on va observer ce qui se passe dans son cerveau. Les parents donnent leur accord, évidemment, et les enfants aussi. La préparation à l'école est très minutieuse. Nous avons un faux tunnel en tissu qui existe déjà dans les classes d'école maternelle et qui apprend aux enfants le confinement. À répondre aussi sur un ordinateur. On a découpé dans le tunnel en tissu une petite fenêtre, on glisse la tablette et l'enfant voit les stimulations. Un enfant n'a pas l'habitude de répondre couché dans un ordinateur face à un écran. On construit avec l'enfant un casque en carton. Tous les spécialistes de l'IRM ont reconnu une maquette d'une antenne d'IRM qui simule exactement la forme de l'IRM pour que l'enfant se l'approprie. Et on joue à ce qu'on appelle au jeu du casque du chevalier. Ensuite, l'enfant met le casque du chevalier, qui simule le casque de l'IRM, dans un tunnel, tout en répondant par rapport à la tablette. On prépare donc les enfants comme des spationautes, et il y en a en français actuellement, qui partiraient dans l'espace. Ce qui fait que le jour, on voit là aussi qu'on leur fait écouter le bruit de l'IRM. On préenregistre le bruit qu'ils écoutent à l'école, ils dansent sur le bruit de l'IRM, ils disent « Ah, c'est comme de la musique techno ». Mais vous comprenez, c'est très concret, c'est très clinique, mais il faut faire tout ça pour pouvoir au final faire un exploit technologique du type de mettre des enfants dès 5 ans dans une IRM dans laquelle ils restent pendant une demi-heure, on fait l'anatomie de leur cerveau, la forme, et aussi le fonctionnel, alors qu'ils résolvent une tâche cognitive
qui peut correspondre à tout niveau de l'architecture cognitive que j'ai élaborée, l'objet, le nom, la catégorisation ou le raisonnement. Et on fait tout cela, on a aussi inventé un système tactile avec un bouton lisse et un bouton rugueux, de manière à ce que l'enfant puisse faire le jugement quantitatif ou qualitatif, pareil, pas pareil, sans avoir envie de regarder les doigts. Coordination, vision, préhension. Henri Vallon disait que les enfants de maternelle sont très turbulents, en effet, dans une IRM aussi. Donc ce système tactile va beaucoup plus vite que la coordination, vision, préhension, et les enfants n'ont plus envie de bouger et restent parfaitement immobiles. Ça paraît simple, mais il a fallu inventer tout ce processus qui aujourd'hui est utilisé aux États-Unis par d'autres équipes ainsi qu'au Canada. Quelques images prises par une journaliste de la recherche. La recherche avait fait un reportage sur cette expérience avant même que l'on ait les résultats parce qu'ils avaient perçu la nouveauté. Et des collègues psychiatres, d'ailleurs, nous ont dit que ce serait bien, ils l'ont fait, d'utiliser cela avec les patients, les adultes, qui souvent sont peu préparés à l'IRM. Et dans le laboratoire où nous faisons cela, il y a aussi d'autres jours des expériences animales, avec des grands singes, des expériences avec des schizophrènes, par exemple. Et j'ai eu grand plaisir à remarquer, alors qu'au départ, il était prévu d'enlever les décorations pour enfants, une fois que l'expérience enfant était terminée, qu'ils les ont laissées, et finalement, cet environnement un peu ludique sert à tout le monde. L'enfant qui va passer l'IRM dans la fameuse tâche de nombre que j'évoquais tout à l'heure, et nous sommes dans la salle de contrôle. Vous voyez à peine les petits pieds de l'enfant qui dépassent l'IRM, et c'est là que nous avons une reconstruction tridimensionnelle du cerveau de l'enfant lorsqu'il sera sur un mode heuristique, lorsqu'il parviendra à inhiber l'heuristique pour être sur un mode algorithmique. J'ai presque terminé. Et c'est ainsi qu'on a pu construire et reconstruire sur ordinateur un résultat scientifique comme celui que je vous ai démontré, cette spécialisation fonctionnelle interactive dans la tâche évoquée. L'IRM a aussi la grande force d'être structural, de nous révéler la variabilité anatomique des enfants. Et ce cerveau que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle au laboratoire le plat de spaghettis coloré. Chaque spaghetti, c'est, en termes scientifiques, un motif sulco-giral. C'est-à-dire que votre cerveau est plissé dans la boîte crânienne par l'ontogenèse, et ce fut le cas dans la phylogenèse, et ces plissements sont comme les vallées de montagne, et ont tous une forme différente, que l'on peut aujourd'hui observer, et je vous dis déjà d'emblée comme résultat, que là, c'est le cerveau reconstruit de tout ce groupe d'enfants, que globalement tous les cerveaux sont les mêmes, comme tous les visages sont les mêmes, mais chaque visage est un peu différent de l'autre, ce qui fait qu'en 40 millisecondes, nous reconnaissons le visage de quelqu'un que nous connaissons. Les cerveaux sont tous un peu différents les uns des autres. Et cette variabilité qui est au cœur de la biologie depuis Darwin est aussi vraie dans la structure même du cerveau des enfants. La question scientifique énorme, importante qui se pose d'emblée est: est-ce que cette variabilité anatomique a un lien avec le développement cognitif, avec l'éducation ? Ces plissements sont eux-mêmes, comme le dirait très bien Alain Prochian, déterminés par des gènes de développement qui valent pour le corps, mais qui valent aussi pour le cerveau. Et donc, après, est-ce que dans l'environnement, ce qu'on pourrait appeler l'épigénétique, cela a un lien? Donc c'est une question qu'on explore depuis 4-5 ans avec mon laboratoire, notamment de professeurs, j'ai pu faire nommer, Grégoire Bors et Arnaud Kakia, et par exemple pour le cortex préfrontal, pour des régions d'intérêt liées à cette inhibition cognitive dont je vous ai parlé, on pourrait le faire pour toute autre région, et en forte collaboration avec Jean-François Mangin, qui est un excellent neuroanatomiste de Neurospin, et des logiciels, comme vous en voyez ici le résultat, d'intelligence artificielle qui détectent de façon automatisée, mais on le refait toujours nous en manuel avec double codage, la forme du sillon du cerveau des enfants. Une fois de plus, ces enfants ne sont pas malades. On essaye de comprendre le sens pour le développement et l'éducation. Mais ça se fait aussi dans le cadre des pathologies. Les spécialistes de schizophrénie ici savent que, par exemple, Arnaud Kakia, que je citais, a décrit des motifs sulcogiraux particuliers liés à des hallucinations dans le cadre de la schizophrénie. Et donc, nous avons ainsi déjà pu démontrer que pour le groupe d'enfants observés, certaines, je ne vais pas rentrer dans le détail, motifs du cortex singulaire antérieur qui est impliqué dans la détection de conflits est prédicteur en maternelle. Là, c'est en maternelle. La diapo suivante vous montrera jusqu'à la fin du primaire. Nous l'avons mesuré en longitudinal. Dans une tâche de Stroop, c'est évoqué tout à l'heure, donc qui teste ces propriétés cardinales de l'intelligence découverte aujourd'hui, qui est l'inhibition, 20% de la variance. C'est énorme. C'est vraiment énorme. En même temps, pour les empiristes, ça va, c'est très peu, il reste 80% pour l'environnement, l'éducation, mais ça veut dire qu'on ne peut pas ne pas en tenir compte. Et de façon très intéressante, l'analogie que je faisais avec la schizophrénie avait été découverte dans des études sur ce même motif chez les schizophrènes,
par rapport à un groupe contrôle que dans le groupe des schizophrènes qui sont connus pour avoir un déficit exécutif et d'inhibition par rapport à des indices contextuels, on avait également ce même motif différent du cerveau. Ce qui veut dire que les enfants les moins bons en contrôle inhibiteur ont un motif particulier et ceux qui sont meilleurs ont un motif différent. Cela peut faire peur, mais c'est scientifique. C'est une réalité qu'on découvre. Et c'est sans doute ça les nouvelles formes du débat entre l'inné et l'acquis, si on le prend vraiment sérieusement du point de vue de la structure du cerveau. Et avec des résultats vraiment très nets, comme vous le voyez, statistiques sur les performances cognitives et scolaires. Nous l'avons donc testé en transversal, des enfants d'âge différents, en longitudinal, les mêmes enfants suivis de 5 ans à 10 ans. Et voilà, vous avez les enfants à 5 ans, il y a 9 ans, dans des tâches similaires et différentes, et c'est une façon tout à fait illustrative, un exemple, de montrer comment cette variabilité dont il a été pris en compte sérieusement en biologie depuis Darwin est aussi au cœur aujourd'hui de la psychologie de l'enfant devenue une science. Notre espoir est que, comme avec le Bernard au XIXe siècle, la médecine est devenue, passer des médecins de Molière à une physiologie, une médecine expérimentale, on peut commencer aujourd'hui à espérer que les sciences de l'éducation et la psychologie du développement, qui en est, disons, la branche scientifique, deviennent également expérimentales et de vraies sciences. Tout cela est réalisé par un collectif de chercheurs que j'ai le bonheur de diriger, que vous avez sous les yeux, et pour en savoir plus, voici quelques ouvrages. Je vous remercie de votre attention.